Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Suite aux révélations lundi des experts de l'ONU sur le soutien actif de Kigali au groupe armé du M23 dans l'est de la RDC, la France a demandé mardi que cesse ce soutien militaire et a condamné les exactions perpétrées par les multiples groupes qui terrorisent la région. Le PASTEF d'Ousmane Sonko a présenté sa version des violences meurtrières au Sénégal, affirmant que le bilan était de 30 morts, tandis que le gouvernement en déclare 16. Le PASTEF tient l'État pour seul responsable de ces événements. Et enfin en France, les 22 et 23 juin se tiendront à Paris le sommet pour un nouveau pacte financier mondial afin de renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face au choc économique. Lors de ce sommet, il sera question de réformer en profondeur les financements internationaux pour lutter contre le changement climatique. Suite aux révélations lundi des experts de l'ONU sur le soutien actif de Kigali au groupe armé du M23 dans l'est de la RDC, la France a demandé à ce que cesse ce soutien et a condamné les exactions perpétrées par les multiples groupes qui terrorisent la région. Mathieu Nicolas. Après l'ONU, c'est au tour de Paris d'avertir Kigali. Suite au récent rapport publié par l'ONU qui présente à nouveau des preuves du soutien actif de Kigali au M23 dans l'est de la RDC, la France s'est dite soucieuse de ces révélations et demande au Rwanda de cesser son soutien militaire aux rebelles du M23. La France est préoccupée par les informations confirmant le maintien du M23 dans les territoires à l'est de la RDC, le soutien militaire continu du Rwanda à ce groupe armé et la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien que nous condamnons doit cesser. Dans le rapport de l'ONU, les preuves sont nombreuses. Des entretiens, des photos ou encore des clichés aériens attestent de la présence de soldats portant l'uniforme rwandais entre novembre et mars dans les territoires du Rutshuru, du Masisi et du Nyiragongo. Des preuves également de la présence de troupes rwandaises à la frontière dans les villes congolaises occupées par le M23. Pire, le groupe d'experts donne aussi les noms de plusieurs officiers supérieurs rwandais impliqués. Les nombreuses violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises notamment par le M23, les ADF, la Codeco, les Mai-Mai, les Twirwaneho et les FDLR ne peuvent rester impunis. La France appelle à traduire en justice les auteurs de ces crimes. Elle salue la décision du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner les faits commis au Nord Kivu en réponse à la demande des autorités de la RDC. Lors de son voyage en RDC, en mars, le président français Emmanuel Macron avait lancé une mise en garde à Kigali, sans toutefois condamner clairement le Rwanda. À présent, Paris se veut clair. Toute partie qui ne respecte pas les engagements afin d'accélérer le retrait du M23 des territoires occupés, de cantonner ce groupe et d'inciter tous les groupes armés à s'engager dans le processus national de démobilisation et de désarmement fera l'objet de sanctions. Et selon les experts de l'ONU, les rebelles ADF qui sévissent en Ouganda et en RDC sont financés par l'État islamique. Et c'est d'ailleurs ce groupe qui est tenu responsable de l'attaque du massacre contre le lycée ougandais de Mpondwe qui a fait une quarantaine de morts. Lundi soir, les États-Unis ont exprimé leur regret face à la demande malienne du retrait de la MINUSMA. Pour le porte-parole du département d'État, l'importance désormais de garantir la sécurité des soldats de la paix et des Maliens lors du retrait de cette mission onusienne, en appelant à un retrait ordonné et responsable. Émeric Torroignan. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, vendredi dernier, le ministre malien des Affaires étrangères demandait le retrait sans délai de la MINUSMA du territoire malien. Moins d'une semaine après, la demande malienne continue de susciter des réactions. L'une d'elles vient des États-Unis qui regrettent cette décision unilatérale des autorités du Mali en dépit de la situation sécuritaire fragile du pays. Nous sommes préoccupés par les effets que cette décision aura sur la sécurité et les crises humanitaires qui affectent le peuple malien.
Mais peu importe, le gouvernement malien est catégorique. La mission onusienne doit quitter le plus vite possible le pays. Même si Washington déplore le choix de Bamako, le département d'État américain appelle à un retrait ordonné et responsable. Les États-Unis regrettent la décision du gouvernement de transition du Mali de révoquer son consentement à la MINUSMA. Le retrait de cette mission onusienne doit se faire de manière ordonnée et responsable en donnant la priorité à la sécurité des soldats, de la paix et des Maliens. L'annonce du retrait des casques bleus au Mali intervient alors que le Conseil de sécurité s'apprêtait à renouveler le mandat de la mission le 30 juin. La décision malienne et le discours lundi du porte-parole du département d'État américain semblent bien sonner le glas de la MINUSMA. Et la justice malienne est saisie d'une action engagée par l'État contre la MINUSMA. Elle est accusée d'espionnage après la publication d'un rapport accablant pour l'armée nationale. Au Sénégal, à présent, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko, qui a été condamné à 2 ans de prison, a présenté sa propre interprétation des violences meurtrières qui ont eu lieu dans le pays au début du mois. Le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait eu que 16 morts. Cependant, pour le PASTEF, le bilan réel est supérieur à 30 victimes. Une répression violente exercée par le gouvernement, selon le parti. Émeric Torquegnon. Après le gouvernement sénégalais, c'est au tour du PASTEF de livrer sa version des faits quant aux violences survenues il y a 20 jours au Sénégal. Lundi, dans un live diffusé sur les réseaux sociaux, le parti d'opposition de Ousmane Sonko a présenté un mémorandum d'une 40aine de pages. Le constat est sans appel, l'État est seul responsable de ces violences. Aujourd'hui, nous avons enregistré 30 décès. Et pour les 30 décès, nous avons 4 corps qui ne sont pas encore identifiés. Plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Et je dis, il était encore difficile il y a quelques jours pour ces familles-là de récupérer les corps. Parce que quand les médecins légistes ont établi les morts, les décès par balle, les autorités de l'ordre parfois ont refusé de signer ces papiers-là, de consigner ces papiers-là pour permettre aux familles de récupérer les corps. Le 8 juin dernier, le gouvernement avait publié un livre blanc dans lequel il accusait l'opposition d'avoir attisé les violents heurts après la condamnation à 2 ans de prison d'Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse. Ils ont été si pressés de produire le livre blanc. Vous qui avez pris le temps de le lire, truffé de fautes et de mensonges, il continuera à produire des rapports truffés de fautes et de mensonges. Et ce rapport-ci est truffé de mensonges et d'inexactitudes. Suite au procès du leader de la coalition Yewwi Askan Wi, des violences entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté, conduisant à 300 blessés et 16 morts, selon un décompte officiel. Depuis, Ousmane Sonko est détenu chez lui, séquestré selon le PASTEF. Ça fait plus de 20 jours que le président Ousmane Sonko est séquestré chez lui. Ça fait aujourd'hui 20 jours que ses avocats ne peuvent pas lui rendre visite. 20 jours qu'aucun militant ne peut lui serrer la main. 20 jours que sa famille ne peut pas sortir librement. 20 jours qu'aucune autorité ne peut produire un document attestant de la légalité, de la légitimité et de la normalité de la décision qui a arrêté de séquestrer Ousmane Sonko et de le mettre en résidence surveillée de manière tacite. Le parti d'Ousmane Sonko a également annoncé une saisine de la CPI, la Cour pénale internationale, l'Union africaine. Le PASTEF constate le bilan de 16 manifestants tués et avance le chiffre de 30 morts. Le parti demande une enquête indépendante sous l'égide de l'ONU. Ce mercredi, les habitants de Khartoum ont été réveillés par les tirs d'artillerie et le bruit des combats quelques minutes après la fin de la trêve de 72 heures. Ce matin, l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir ont repris les combats peu de temps après justement l'expiration de cette trêve, globalement respectée à Khartoum selon des témoins. Cette nouvelle trêve destinée à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire avait été conclue sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des États-Unis le week-end dernier. Les précédents cessez-le-feu ont généralement été violés dès leur entrée en vigueur. Je vous rappelle que depuis le 15 avril, la guerre a fait plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU.
Et nous en parlions, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme mardi sur la guerre qui oppose l'armée et les paramilitaires depuis plus de 2 mois maintenant au Soudan. Une guerre qui a déjà contraint plus de 2,5 millions de personnes à quitter leur foyer. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le pays sombre dans la mort et dans la destruction à une vitesse sans précédent. On l'écoute. Si nous ne faisons pas taire ces armes, cet exode des Soudanais va se poursuivre. Nous avons déjà près de 2 millions de nouvelles personnes, de nouveaux déplacés à l'intérieur du pays et davantage de personnes qui sortent. Et j'espère que cette bonne nouvelle au Kenya inspirera d'autres pays à emboîter le pas sur ce continent et ailleurs, à apporter les solutions qui aident les réfugiés à ne pas être des réfugiés et à mettre fin aux déplacements forcés dans le monde. Et c'était Filippo Grandi que nous écoutions à l'instant. Ce 20 juin était la journée mondiale des réfugiés sous le thème de l'espoir loin de chez soi pour un monde où les réfugiés auront toujours leur place. Un défi que le Cameroun relève quotidiennement en accueillant sur son sol plus de 460 000 réfugiés venus des frontières voisines. Le pays est présenté par le UNHCR comme exemple en matière de gestion des personnes déplacées. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guijoy. 469 200, soit près d'un dixième du nombre d'habitants de la ville de Yaoundé. C'est le nombre total des réfugiés reconnus en terre camerounaise. Des déplacés en provenance de la République centrafricaine, la RDC, le Rwanda, le Nigeria, le Tchad, qui cohabitent sereinement avec les populations locales, avec à la carte des privilèges comme l'accès à l'éducation, aux soins de santé ou l'octroi des cartes d'identification biométrique à 3 500 réfugiés, ce qui fait du Cameroun un modèle en matière de gestion des réfugiés. Je voudrais donc ici célébrer l'engagement du Cameroun, terre d'hospitalité légendaire et de son peuple en faveur des réfugiés. Nous bénéficions également de l'éducation gratuite, comme les enfants camerounais. Nos enfants également bénéficient de cette opportunité-là. Nous parlons également de la santé. Nous partageons cette même, je peux dire quoi, habitude gratuite pour les réfugiés. Si le Camerounais paie 100 francs, nous aussi nous payons 100 francs. Cependant, cela constitue une charge lourde pour le pays qui se veut résilient malgré l'appui des partenaires internationaux. Ces réfugiés occupent 8 des 10 régions. Dans la capitale politique, par exemple, l'on en dénombre 5 319, rien que dans l'arrondissement de Yaoundé 1. Le HCR appelle ainsi à l'implication de la communauté internationale pour la mise en œuvre du pacte mondial pour les réfugiés, qui aidera les pays hôtes à pérenniser leurs actions. Les ressources ne suffisent pas. 469 000 réfugiés et des ressources humanitaires qui diminuent. Donc ce qu'il faut faire, c'est un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils soutiennent l'État du Cameroun à soutenir les réfugiés. C'est un peu l'esprit du pacte mondial pour les réfugiés qui a établi qu'il fallait un partage de responsabilités entre les États qui reçoivent un grand nombre de réfugiés et les autres États. Les retours volontaires ont favorisé une baisse de 14 000 réfugiés au Cameroun entre 2021 et 2022. Mais la question reste alarmante. Le nombre de réfugiés à travers le monde est passé de 25 millions à 35 millions, une hausse jamais enregistrée selon le HCR. En Centrafrique, les autorités ont poussé l'ONU à lever totalement la levée de l'embargo sur les armes, une demande formulée lors de la revue régulière de la MINUSCA. Alors que les relations sont nouvellement apaisées entre les autorités centrafricaines et la mission onusienne, le gouvernement de Faustin Archange Touadéra voudrait se défaire de cette obligation de notifier chaque achat d'armes. Émeric Torroignan. Alors que les groupes rebelles utilisent de plus en plus d'armes sophistiquées, le gouvernement centrafricain plaide auprès du Conseil de sécurité pour la levée totale de l'embargo sur les armes. Cet embargo, qui oblige la Centrafrique à notifier aux Nations Unies chaque achat d'armes, freinerait sa réactivité face au développement de l'arsenal militaire des groupes armés dans le pays. Nous nous joignons à l'appel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine concernant la levée totale de l'embargo sur les armes afin de permettre aux forces de défense de s'acquitter sans entrave de leur mandat constitutionnel de défense, de protection du pays et de ses citoyens, y compris de ses ressources naturelles.
La levée de cet embargo permettra à l'armée centrafricaine de lutter plus efficacement contre les groupes armés. Mais sur le terrain, la présence des forces de la MINUSCA favorise le retour de la stabilité dans de nombreuses localités du pays. La MINUSCA a soutenu et continuera de soutenir la République centrafricaine pour créer un environnement politique et sécuritaire propice à une paix, une stabilité et un développement durable qui ne peuvent être atteints que grâce aux efforts concertés de tous les partenaires. En 2020, l'embargo sur les armes qui limite les forces de défense centrafricaines a été assoupli, mais désormais, les autorités de la RCA souhaitent sa totale suppression. Elles l'ont exprimé lors d'une revue régulière de la mission de paix dans le pays. Le Conseil de sécurité devrait se prononcer sur cette demande fin juillet. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noën Dong et Ahmed Chigno. Après avoir joué un rôle majeur dans le génocide des Tutsis au Rwanda et arrêté le 24 mai près du Cap après une cavale de 22 ans, Fulgens Kayishema a demandé l'asile en Afrique du Sud. Dans la foulée, le parquet a confirmé que le ressortissant rwandais avait renoncé à sa demande de mise en liberté sous caution. La demande d'asile est susceptible de retarder le procès et l'extradition envisagée de Fulgens Kayishema. Le Rwandais de 62 ans était jusqu'à son arrestation le 24 mai l'un des 4 derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide en 1994. La prochaine audience aura lieu le 18 août. En attendant, Fulgens Kayishema reste en détention provisoire. Il est accusé d'une 50aine d'infractions commises en Afrique du Sud, notamment de fraude ou de contravention à la loi. Des dirigeants de 60 pays sont à Londres depuis mercredi pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards de dollars par la Banque mondiale, le redressement plus global de l'économie du pays coûtera 411 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien. Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit. Selon Down Street, Rishi Sunak compte réitérer l'engagement des Occidentaux à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour continuer à gagner cette guerre et à l'aider à construire l'avenir qu'elle mérite. Plusieurs pays et institutions ont déjà annoncé leur intention de débloquer des financements, à l'image des États-Unis qui ont annoncé 1,3 milliard de dollars d'aide pour l'économie de l'Ukraine. Les recherches du sous-marin se poursuivent au large de l'Amérique du Nord pour retrouver les 5 passagers du Titan. Ces dernières heures, des bruits sous l'eau et des coups ont été captés venant des fonds marins par des avions canadiens, ont confirmé les gardes-côtes américains, ce qui permet de redonner espoir. Outre ces bruits, des signaux acoustiques supplémentaires ont été entendus et aideront à orienter les moyens de surface. L'appareil a disparu dimanche avec 5 personnes à bord alors qu'il était parti explorer l'épave du Titanic dans l'Atlantique. Le temps presse car l'oxygène à l'intérieur du submersible pourrait venir à manquer dans les prochaines heures. Comment soutenir financièrement les pays du Sud à l'heure du dérèglement climatique? C'est la question qui va occuper les 22 et 23 juin le sommet international pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Lors de ce sommet, il sera question de réformer en profondeur les financements internationaux pour lutter contre le changement climatique. Les ONG, elles, plaident pour une justice climatique. Mathieu Nicolas. C'est une initiative qui va réunir les représentants d'une centaine de pays à Paris. Annoncé lors de la COP27 par le président Emmanuel Macron, la France accueillera dès jeudi et pendant 2 jours un sommet pour un nouveau pacte financier mondial. L'ambition est simple, réunir différents acteurs, des décideurs au plus haut niveau politique, des chefs d'État, des dirigeants d'institutions, la société civile, afin de proposer des solutions pour financer les enjeux allant au-delà de la question climatique, dont l'accès à la santé et la lutte contre la pauvreté. On espère. De toute façon, la seule option qu'on a aujourd'hui, c'est de parler, d'alerter encore au maximum, parce que là, c'est la voix qui porte. Au niveau des dirigeants, on peut juste leur parler, leur mettre la pression
pour leur montrer que là, il faut vraiment agir parce qu'on l'a vu avec récemment toutes les catastrophes qu'on est en train de vivre, qu'on continue à subir. Donc là, c'est vraiment l'occasion de encore plus mettre la pression et on espère vraiment que cette fois-ci, ce sera une bonne écoute. L'un des visages de ce sommet sera la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. La dirigeante de la petite île des Caraïbes a collaboré avec Emmanuel Macron pour préparer ce sommet décisif. Son discours ne manque pas d'audace. Elle appelle à une réforme du système financier international pour aider les pays les plus vulnérables face à la crise climatique. Les réponses apportées par la communauté internationale sont aujourd'hui fragmentées, partielles et insuffisantes. Chose que les ONG ne cessent de répéter depuis des années. C'est le cas de One France, organisation non gouvernementale qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, particulièrement en Afrique. Que l'on revoie des fonctionnements qui sont des fonctionnements désormais datés, comme par exemple la façon dont les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, fonctionnent aujourd'hui et qui ne leur permettent pas de prêter suffisamment d'argent, de soutenir financièrement les pays vulnérables et les pays intermédiaires. Et donc il faut revoir tout cela. Et puis enfin, on attend finalement de tous ces participants à ce sommet qu'ils se mettent d'accord sur le fait que pour être à la hauteur de ces ambitions-là, il faut y consacrer au moins 2% du PIB mondial, du produit intérieur brut mondial par an. Que les montants qui seront en dessous de ça ne seront malheureusement pas suffisants. Ces 3 dernières années, environ 120 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté et beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Les espoirs se portent sur le sommet de Paris pour espérer bâtir une vision de l'avenir avec notamment des financements à haute échelle. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.